Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à cette dernière soirée, dernière conférence du Colloque Wright pour la science cette année, donc c'est déjà la 20e édition cette année. C'est un immense plaisir de vous avoir retrouvés si nombreux, encore particulièrement ce soir, pour suivre ces conférences toute cette semaine, après une édition, comme vous savez, 2020, chahutée, perturbée par le Covid. La salle était vide, l'édition a eu lieu, mais toute l'audience était en ligne. D'ailleurs, je salue aussi cordialement toutes les personnes qui nous suivent sur Internet ce soir. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et pour la dernière fois cette semaine, j'ai le grand plaisir de vous servir de modérateur pour toute cette soirée et surtout la discussion qui suivra la présentation. Comme chaque 2 ans, vous le savez, nous avons le plaisir de recevoir ici à l'Université de Genève des scientifiques de haut vol du monde entier. Cette année n'a pas fait exception et tous nous ont fait voyager avec eux autour, même dans la Terre cette année. On a évoqué avec eux les 4 éléments fondamentaux, la Terre, l'eau, l'air et le feu. Et ce soir, nous y ajoutons le 5e élément cher à Luc Besson, il y a 25 ans tout juste, la vie. Alors comme vous le savez, cette soirée se déroule en 2, ce soir même en 3 parties. Tout d'abord la conférence, ensuite une séance de questions-réponses qui se déroulera en français et en anglais. Si vous souhaitez poser une question en français, n'hésitez pas, il y a une traduction simultanée. Vous avez dû recevoir, on vous a proposé un casque à l'entrée et la question sera traduite en anglais sur scène aux conférenciers. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez aussi poser des questions à travers le système de chat du live stream. N'hésitez pas, ces questions seront aussi relayées sur scène. Alors sans plus attendre, ce soir nous avons l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir Nick Lane, professeur de biochimie au University College de Londres, au Royaume-Uni. Et pour le présenter, ainsi que ses travaux et aussi peut-être ses livres, puisque Nick Lane est un auteur très prolixe, j'invite maintenant sur scène Yvan Rodriguez, professeur au département de génétique et d'évolution de l'Université de Genève et membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Bonjour à tous. Quoi de plus naturel que de clore ce 20e colloque Wright qui cette année s'est intéressé de façon assez large au monde qui nous entoure par une réflexion sur le vivant et plus précisément sur l'origine de ce vivant. Voilà évidemment une question fascinante, s'il en est, qui a sans surprise occupé déjà les esprits de nos ancêtres et qui naturellement continue toujours aujourd'hui à stimuler le nôtre, que ce soit celui de ceux qui tentent d'y répondre expérimentalement en utilisant des éprouvettes, mais aussi l'esprit de ceux dont les approches sont un peu différentes et ont plus à voir avec la philosophie ou avec la religion. Celui que nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir est de ceux dont la réflexion est guidée par la science, par les données quantitatives. Il a dédié une fraction significative de son existence justement à la compréhension des événements initiaux qui ont permis à notre petite planète rocheuse et stérile de se transformer en un prodigieux bouillon de culture qui aujourd'hui abrite des êtres aussi différents qu'une fougère, qu'une morie, qu'un coronavirus ou qu'une girafe. Pour en revenir à notre conférencier, Nick Lane, il est professeur de biochimie évolutive au sein du département de génétique de UCL à Londres et co-dirige en parallèle le Centre d'études de l'origine de la vie et de l'évolution de cette même institution. Il a publié plus d'une centaine d'articles scientifiques dans les meilleures revues et a reçu de très nombreux prix dont je ne vous infligerai pas l'énumération, à part peut-être le prix Michael Faraday, que certains peut-être connaissent ici, parce qu'il a une particularité qui est celle, évidemment, de récompenser l'excellence, mais une excellence particulière qui est celle de la communication scientifique au grand public.
Et c'est là, comme on le sait tous, une qualité relativement rare chez un scientifique, et donc une facette supplémentaire qui caractérise Nick Lane. À ce goût pour la communication s'ajoute une très fine plume qui a mené le Dr Lane à écrire 5 livres destinés à un public non spécialisé, des ouvrages particulièrement appréciés, puisque plus de 150 000 d'entre eux, traduits en 25 langues, ont déjà trouvé preneur. Et peut-être avez-vous lu, à l'instar de quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Bill Gates, dont Nick Lane est un des auteurs scientifiques favoris, le dernier ouvrage de notre conférencier, intitulé Transformer, The Deep Chemistry of Life and Death, autrement dit, l'exploration de ce qu'on appelle l'abiogénèse, L'', pas L', abiogénèse, c'est-à-dire l'origine de la vie, que je vous recommande chaudement. Pas l'exploration, mais la lecture de cet ouvrage. Donc, Nick Lane va nous parler des sources potentielles de la vie, tout d'abord en s'intéressant au lieu d'origine de cette extraordinaire émergence, en pointant certainement du doigt le fond des océans et ses cheminées hydrothermales, parmi les autres sources potentielles que sont par exemple le ciel et ses comètes ou les sources chaudes. Il va ensuite, à la façon d'un détective, relever des anomalies ou plutôt des stigmates, des caractéristiques physiques, des caractéristiques chimiques, énergétiques particulières que l'on observe dans le vivant d'aujourd'hui, des caractéristiques qui possiblement sont porteuses d'informations et nous éclairent sur ce qu'a peut-être été l'état initial, la forme princeps de la vie. It is a great pleasure, it is an honor to host you today, Professor Nick Lane. Nick, the floor is yours. Merci beaucoup pour cette présentation très gentille et très agréable. Et merci à la Fondation Wright de m'avoir invité. C'était une semaine incroyable. J'ai vraiment apprécié chacune de ces présentations et j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine de la vie. Vous allez peut-être vous poser cette question. Comment savons-nous quelque chose de l'origine de la vie? Et peut-être que d'ici la fin de ma présentation, vous comprendrez. Je vais essayer de vous persuader qu'on peut essayer d'apprendre quelque chose sur l'origine de la vie. Mais c'est très différent des autres domaines de la science. Par exemple, en physique, si on veut comprendre l'origine de l'univers, eh bien, il y a une chose simple qu'on peut faire, c'est avoir un télescope très grand, comme le télescope Webb, regarder au plus loin dans l'univers, et ça nous permet de voir dans le passé, parce que plus on regarde loin, plus la lumière prend du temps pour voyager jusqu'à nous, et finalement, on peut observer directement des choses qui se sont déroulées il y a 14 milliards d'années. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire sur la Terre. Il n'y a aucune manière pour nous d'observer directement à quoi ressemblait la planète il y a 4 milliards d'années. Il y a des fossiles, il y a des petites informations, mais tout a été détruit, il ne nous reste pas vraiment grand-chose pour connaître la réalité. Et il y a une question philosophique également. Si on pouvait créer une machine à remonter dans le temps et revenir il y a 4 milliards d'années pour comprendre l'origine de la vie, où irions-nous? Que chercherions-nous? Et comment saurions-nous si on a trouvé la réponse? Eh bien, je pense qu'on ne le saurait pas. Parce que si on voyait un peu de purée verte quelque part qui ressemble à quelque chose entre la vie et le fait de ne pas être de la vie, comment saurions-nous si c'est quelque chose qui a continué à se développer? Alors ici, c'est une peinture que j'aime beaucoup, de Peter Sawyer, du Smithsonian, qui réunit les 4 éléments
les 4 éléments de cette semaine, donc la terre, le feu, l'eau, mais également la vie. Parce qu'il y a de la vie, vous ne la reconnaîtrez peut-être pas, mais ces choses que vous pouvez voir à l'avant, ce sont des stromatolites, c'est des choses qui existent toujours aujourd'hui. En Australie, il n'y en a pas beaucoup, mais elles ressemblent à des roches, mais en fait, ce sont des êtres vivants. Peut-être que vous ne le saviez pas. Mais si vous regardez ces stromatolites de plus près, on dirait vraiment des roches. Alors, vous allez me poser la question, comment on peut avoir un rocher vivant? Eh bien, en fait, ce sont des cellules, ce sont des bactéries qui font de la photosynthèse. Pourtant, elles ressemblent à des grains de sable. Et on ne comprend pas comment elles fonctionnent. C'est très compliqué de comprendre ce fonctionnement. Il y a peu de choses dans l'univers qui soient aussi compliquées à comprendre qu'une cellule. Puisque si on veut comprendre l'origine de la vie, vraiment, il faut essayer de voir comment la cellule fonctionne, quelle est sa machinerie, comment elle produit les choses en temps réel, comprendre les principes qui sous-tendent tout cela et rendre les choses plus simples pour comprendre en quoi c'est lié avec le reste de l'univers et les autres éléments. Et donc, on a essayé d'observer ce qu'il se passait sous le capot. On a regardé dans une cellule, et ce sont des cellules terriblement complexes. C'est pourquoi l'origine de la vie, ça semble être une problématique si difficile à résoudre. Alors ici, c'est une Escherichia coli, une bactérie. Alors une bactérie, c'est 15 000 fois plus petit qu'une cellule que vous avez dans votre corps. Donc si vous les regardez au microscope électronique, vous ne verrez pas grand-chose à l'intérieur. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'évaluer les protéines et l'ADN qu'elles contiennent. Donc si vous voyez le jaune sur ce dessin, c'est l'ADN, donc c'est le code génétique dans la bactérie. Le vert qui ressort, c'est un flagelle moteur. C'est un moteur rotateur qui lui permet d'avancer, qui lui permet de se déplacer. C'est des instruments mécaniques incroyables qui permettent aux bactéries de se déplacer. Ce que vous voyez en violet, ce sont les ribosomes. Ce sont des usines qui fabriquent des protéines. Donc si vous deveniez minuscule et que... Eh bien, cela reprendrait 150 fois la taille d'un nucléide, et en fait, cela crée des protéines qui sont des immenses chaînes. Donc ces ribosomes, ils peuvent créer 200 protéines par minute et les accrocher l'une à l'autre en chaîne. Donc c'est vraiment des machines incroyables. Imaginez la machinerie qu'il y a dans une bactérie. Et si on veut comprendre la vie, il faut d'abord comprendre comment ceci a été possible au début. La différence entre une bactérie qu'on ne peut même pas observer à l'œil et un dinosaure est aussi importante que la distance entre l'origine de la vie et une bactérie. L'espace entre ces deux, la différence entre ces deux niveaux de complexité est aussi grand que celui entre une bactérie et un dinosaure. Et là, je vais vous montrer ce ribosome. Donc, c'est plus ou moins 2 millions de fois la taille d'un atome d'hydrogène. Et c'est là que tout se déroule. Donc ici, on est vraiment à la taille de toutes petites molécules. Là, on est 15 000 fois plus petit qu'un ribosome. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que ça ressemble finalement à un diagramme électrique. Mais en fait, c'est une cartographie métabolique avec toutes les enzymes, toutes les protéines dans la cellule. Et ce qu'elles font, c'est catalyser une réaction pour transformer une molécule en une autre molécule. Et tous les petits noyaux, les nœuds ici, sont une molécule en particulier. Et les lignes qui les entrecoupent, qui les lient, c'est là où les molécules d'en dessous sont liées à celles du dessus. Donc c'est un peu comme marcher sur la rue, et puis finalement il y a une voiture qui arrive. Et cette voiture, ce serait une Mini. Et puis tout d'un coup, ça devient une Porsche. En une milliseconde. Et puis ça devient tout d'un coup une Audi. Et puis ça change spontanément en un tracteur. Ah, pas de chance. Et finalement, elle quitte la route en tant que tracteur. Et donc voilà, c'est ça la voie métabolique. C'est une molécule qui arrive et qui est transformée tout au long de ce chemin pour sortir d'une autre manière.
Quoi qu'il en soit, ce qui rentre, c'est toujours une Mini, et ce qui ressort, c'est toujours un tractor. Et c'est la même chose pour toutes ces voies métaboliques. C'est extraordinaire. Il y a des milliards de réactions qui se déroulent toutes les secondes dans une cellule telle que celle d'une bactérie Escherichia coli. Et c'est vraiment le niveau de la vie. Et si on veut comprendre l'origine de la vie, c'est ce que nous devons être capables d'expliquer. Et vous comprendrez tout de suite que les biochimistes vont dire, voilà, on va essayer d'étudier comment ça fonctionne, mais on ne va pas essayer de comprendre comment ça a commencé. C'est encore plus compliqué. Alors, ça semble vraiment être quelque chose qui nous dépasse. Mais on peut simplifier les choses. Et Christian de Duve, qui a remporté le prix Nobel, parce qu'il a découvert les lisosomes, s'est posé des questions, tout d'abord celle de l'origine de la vie, de la conscience. Et en biologie, souvent, seuls les prix Nobel n'avaient le droit de travailler sur quelque chose tel que l'origine de la vie, sinon c'était totalement interdit, vous n'étiez pas assez bon pour le faire. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le séquençage génétique, on arrive à reconstruire l'arborescence généalogique et on peut arriver quasiment jusqu'à la base. Et donc des personnes peuvent se concentrer là-dessus. Et puis il a posé cette question-là. Comment le protométabolisme, c'est-à-dire la chimie qui se déroule dans un environnement, quelque part sur la Terre, a été remplacé par le métabolisme, c'est-à-dire la cartographie métabolique que je vous ai montrée, en tout cas une petite partie que je vous ai montrée. La réponse évidente serait de dire que c'est l'apparence, c'est l'apparition plutôt des catalyseurs, que ce soit des ribosomes, des protéines, toutes ces protéines qui permettent de changer une molécule en une autre molécule et en une autre molécule et qui catalysent les réactions. Mais alors il faut se poser la question, comment ces catalyseurs sont arrivés avec les bonnes propriétés? Et la seule explication plausible, scientifique, et d'ailleurs il était à l'université catholique de Louvain à l'époque, et donc elle était catholique comme je l'ai dit, mais il était quand même scientifique, qui appréciait la religion. Donc il n'y a pas d'antagonisme obligatoire entre la religion et ce type de travail sur l'origine de la vie. Il a dit la seule explication plausible, c'est que les catalyseurs sont arrivés après un processus de sélection et que les enzymes ont été sélectionnés uniquement parce qu'ils répondent à ce protométabolisme. Et donc finalement, ces enzymes, tout ce qu'ils font, c'est accélérer les réactions, améliorer tout ce qui se déroule et améliorer tout ce qui est déjà disponible. Donc c'était un bon point de départ. Alors, je vais essayer de vous expliquer que finalement, la vie, c'est notre meilleur guide pour trouver son origine. On veut voir comment le métabolisme, l'énergie, l'information génétique se déplacent, d'où elle est arrivée. Donc ça c'est vraiment nos trois thématiques principales lorsqu'on essaye de comprendre comment une cellule fonctionne. Et il y en a plein d'autres, évidemment, mais c'est vraiment ces points que j'essaierai d'aborder aujourd'hui. L'énergie. Commençons par l'énergie. Ça, c'est un schéma de ce qui se déroule au sein de vous, là maintenant. Si vous pouviez rétrécir et voir l'intérieur de votre cellule, eh bien, c'est une mitochondrie ou une bactérie. C'est là qu'on brûle la nourriture et qu'on utilise la respiration pour produire de l'énergie. Donc, le glucose passe dans ce métabolisme et est séparé en trois atomes d'ATP. Et ça, c'est le cycle de Krebs. Je suis sûr que c'est pour toute personne qui a étudié la biochimie, c'est ce que vous haïssez le plus. Tout le monde haït complètement ce cycle de Krebs. Pardon. Mais pourtant, il est excitant, il est intéressant, il est passionnant. Donc, qu'est-ce que c'est, le cycle de Krebs? Tout simplement, il prend des molécules organiques qui sont constituées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, et c'est tout. Il en retire le CO2 que nous expirons. Il retire l'hydrogène, pas sous forme de gaz, mais il retire deux atomes d'hydrogène, et vous pouvez voir au-dessus,
et il les donne à sa membrane et les transfère. Les atomes d'hydrogène contiennent un seul électron et un seul proton. Les électrons sont donnés à de l'oxygène et ensuite les protons sont ressortis par pompage en dehors de la membrane. Et donc finalement on a un courant d'électrons qui permet de faire sortir l'hydrogène. Donc on a de l'hydrogène en dehors de la membrane qui ont une charge positive, et ça veut dire qu'il y a une charge positive à l'extérieur, et l'intérieur est négatif. Donc maintenant, il y a une membrane qui est énergisée. C'est la membrane de vos cellules. Il y a un gradient énergétique. Et donc, si on prenait toutes les membranes de vos cellules, ce serait comme 4 terrains de football. Et la charge de ces membranes, si vous la rétrécissiez et que vous mettiez aux côtés de cette membrane, elle ne fait que 120 millivolts. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais la membrane est extrêmement fine. Elle fait 5 millionièmes de millimètre. Cela veut dire que la force électrique que vous pourriez voir, ce serait l'équivalent d'un éclair. Donc vous avez 4 terrains de football avec une charge qui ressemble à celle d'un éclair. Voilà, c'est ce qu'on fait avec la nourriture. Donc voilà comment fonctionne la respiration. Et cette charge, c'est une énorme charge sur la membrane qui entraîne la synthèse de l'ATP, donc la monnaie universelle de l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner les protéines. Une protéine, c'est comme une machine à sous. On met sa pièce et puis ensuite elle commence à fonctionner. On met notre pièce et la machine bouge. En fait, c'est comme cela que ça fonctionne. On continue d'ajouter de l'argent dans cet ATP. On dépense plutôt cet ATP et puis les protéines changent et font leur travail. L'ATP se fait de la charge électrique de la membrane et la charge électrique est maintenue continuellement par le fait de brûler la nourriture. Donc, voilà ici la synthèse de l'ATP. C'est une machine moléculaire, c'est un moteur qui tourne, c'est un dispositif extraordinaire. Et si l'on pense à l'origine de la vie, eh bien, cela arrive plus tard. C'est quelque chose qui est un produit des gènes et de la sélection naturelle et de l'évolution. Ce n'est pas quelque chose qui revient à l'origine de la vie. Mais c'est la façon dont l'énergie de toutes les cellules fonctionne et il nous faut comprendre une version plus simple de cela. Comment est-ce que cela peut fonctionner en l'absence de gènes, en l'absence de sélection naturelle, etc. Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, là, vous voyez, cela ressemble à ce que l'on a vu, mais quelque chose a changé. On parle du métabolisme. Alors, vous verrez donc cette disposition dans les bactéries les plus anciennes de la Terre. On le trouve sur Terre, dans les mines de charbon, etc. Mais qu'est-ce qu'elles font? Les flèches du cycle Krebs vont dans le sens opposé qu'avant. Donc, le cycle Krebs fait sortir le CO2, l'hydrogène, et brûle l'hydrogène. Mais ici, on fait venir de l'hydrogène, peut-être du gaz, du CO2, et on commence à composer la vie. Donc, si vous voyez la vie comme quelque chose qui est basé sur le carbone, oxygène et hydrogène, il y a le nitrogène, le soufre, etc., les phosphates, beaucoup de choses qui composent la vie. Mais donc, la base d'une vie basée sur le carbone, c'est le cycle de Krebs. Et à partir de là, on fabrique les acides aminés qui font les protéines. On fait les sucres qui ensuite composent les nucléotides qui sont les fondements de l'ADN, de l'ARN et de notre code génétique. Et puis à partir de là, on compose des lipides qui sont utilisés pour les membranes elles-mêmes. Donc, il s'agit là du moteur de toute la vie qui permet de créer la vie dès le début, et ce à partir de l'hydrogène et du CO2. Afin de faire réagir tout cela, il faut une charge sur la membrane. Une charge sur la membrane. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cela vient également de la réaction de l'hydrogène et le CO2. Il faut beaucoup d'hydrogène, beaucoup de CO2, et on fait tout grâce à cela. En fait, c'est comme un déjeuner que l'on aurait gratuitement.
Et puis, l'information génétique. Je vais parler de toutes ces choses en termes d'information génétique. Où est-ce que la signification, d'où est-ce qu'elle vient, d'où viennent l'information, les informations? Mais il y a des schémas dans les codes qui suggèrent qu'il y a une interaction biophysique directe entre les acides aminés. Et là, je vous les montre en tant que petits losanges bleus et rouges et les lettres qui composent l'ARN ou l'ADN. Il y a des interactions directes qui ont lieu en raison de leur hydrophobicité, etc. Et si vous avez une séquence aléatoire d'ARN sur laquelle vous mettez une séquence d'acides aminés non aléatoire, à ce moment-là, ce qu'on obtient, c'est une séquence aléatoire d'ARN et des peptides. Et si cela se trouve à l'intérieur d'une protocellule, il n'y a aucun problème quant à l'origine de l'information en biologie. Donc, sur le plan du concept, ce n'est pas très difficile, mais est-ce que c'est vrai ou pas, ça, je vous laisserai en juger à la fin de ma conférence. Avant d'aller plus avant sur les questions de l'énergie, du métabolisme et de l'information, je souhaitais vous parler un peu de l'endroit dont je parle, là où nous avons le feu, l'air, la terre et l'eau qui donnent vie donc, à la vie. Alors, on ne sait pas exactement d'où tout cela vient. Je vais vous donner mon propre scénario. Peut-être qu'il est juste, peut-être qu'il ne l'est pas, mais je vais essayer de présenter un argument. Et cet endroit, c'est au fond de la mer. On a ces cheminées hydrothermales. Et donc là, nous avons des airs, de l'air plutôt des gaz, en fait, pas l'atmosphère, mais ce sont des bulles. Kim nous en a parlé hier, donc l'interface avec l'eau, etc. Donc, beaucoup de ces choses peuvent également avoir lieu au fond des océans. Pourquoi est-ce que je souhaite me retrouver au fond des océans? Eh bien, on parle de l'arbre de la vie lui-même. Donc ça, c'est un arbre de la vie conceptuel qui a été fait par Bill Martin il y a 20 ans. Et cet arbre, si vous regardez en haut de l'arbre, on voit les eucaryotes. Les eucaryotes, cela veut dire vrai nucléus au noyau. Donc, c'est là où on met toutes les informations. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Je vous ai dit que ces cellules étaient 15 000 fois plus grandes que la bactérie. Donc, en fait, deux de ces branches se réunissent. L'une vient d'un groupe qui s'appelle les archées, l'autre les bactéries. Les archées ressemblent beaucoup aux bactéries. En fait, elles se ressemblent énormément, mais elles ont un patrimoine générique très différent. Chimiquement, elles sont également très différentes, mais leur morphologie est très semblable. Ce que cela signifie, c'est que les eucaryotes, cela ne compte pas. Si on veut étudier les origines de la vie, ceux-ci ne sont pas très importants. En fait, il faut sortir les cellules de l'équation et il faut réfléchir uniquement aux bactéries et aux archéis. Et après, on peut essayer de voir quels sont les ancêtres communs des bactéries et des archées. Et la réponse, c'est que c'était probablement une cellule autotrophique, comme une cellule de plante qui n'avait pas besoin de soleil, composée d'hydrogène et de dioxyde de carbone, les gaz que l'on trouve dans les fonds marins dont je vous ai parlé. Luca, donc tout en bas, donc le dernier ancêtre commun de toute forme de vie, Bill Martin, donc a construit cet arbre avec deux différentes branches qui reflètent leurs différences et il pensait que l'ancêtre commun vivait au sein de ces roches et de ces cheminées. Alors, lorsque cet article a été écrit, ces cheminées sur lesquelles nous travaillons n'avaient pas encore été découvertes. Elles ont été découvertes une année plus tard par Deb Kelly, qui en fait, elle se rendrait sur la dorsale mid-océanique, là où il y a les fumées, les Black Smokers, qui se trouvent sous les volcans, dont Steve a également parlé il y a quelques jours. Et là, il s'agit d'un autre type de cheminée. Ils ne se trouvent pas sur la dorsale elle-même. Ils sont loin, à environ 15 km, et ils ne fument pas de la même manière. Parfois, ils fument un petit peu, mais parfois pas du tout. Et c'est un processus complètement différent. Et vous voyez ici qu'elle tient dans sa main droite un morceau de la ville perdue,
qui ressemble un peu à une éponge minéralisée. Et puis, dans sa main gauche, elle tient un morceau de Black Smokers. Donc, c'est une cheminée et dont sort de la fumée noire. Donc, ces éléments ont été découverts dans les années 2000. Et puis, donc, ces éléments sont formés par des interactions directes entre les roches et l'eau. Donc, cela n'est pas le résultat de magma, ce n'est pas un résultat volcanique. Donc, il y a des distances de 5 à 6 km. Et lorsqu'on se rapproche des dorsales, la croûte est plus fine et le manteau est plus proche de la surface. Et le manteau est riche en minéraux comme l'olivine, qui est de couleur verte. Et l'olivine et l'eau réagissent ensemble. Donc, ce qui se trouve dans l'olivine est oxydé par l'eau et rouille. Et cela produit des gaz d'hydrogène et des fluides alcalins. Alors, quand je parle de fluides alcalins, c'est un pH 11. Donc, ce sont des matériaux très réactifs. Et il y a donc une réaction, des bulles qui remontent. Et lorsque ces bulles arrivent dans l'océan, la chimie est assez différente. Et donc, il y a réaction. Et les cheminées elles-mêmes sont donc composées par la réaction entre l'eau de l'océan et les fluides hydrothermaux. Ces fluides hydrothermaux, en fait, devaient être les mêmes que ce qu'ils étaient aujourd'hui. L'olivine était le même minéral, mais en fait, il n'y a pas d'oxygène dans l'océan, bien plus d'ions et de métaux lourds qui revenaient dans l'océan. Et nous savons qu'il y a beaucoup de métaux au début de l'ère des océans. Et la chimie donc de ces cheminées à l'époque était probablement très différente qu'aujourd'hui. Là, vous avez une échelle planétaire. Donc, lorsque vous avez des plaques tectoniques et la subduction de la croûte sous-marine, donc en fait, il y a une serpentanisation qui hydrate ces roches, qui fait venir de l'eau. Et lorsqu'il rentre en subduction en dessous, donc la pression fait ressortir l'eau et les roches sont déshydratées. La présence de l'eau dans les roches donc conduit à la convection et à la fonte de ces éléments. Mais lorsqu'il y a des volcans, cela entraîne les plaques tectoniques sur une échelle planétaire. Si l'on réfléchit à ce qui se passe, l'eau donc sort en raison des températures élevées, mais qu'en est-il de Mars, par exemple? Il y a des éléments de preuve selon lesquels il y avait des plaques tectoniques sur Mars, ainsi que des océans qui ont disparu, en partie dans l'espace. Mais est-ce que toute cette eau, réellement, est partie dans l'espace? Mais peut-être également parce que ce sont des éléments plus petits, ils se sont rafraîchis plus rapidement. Et peut-être que Mars a enterré ses océans. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons maintenant qu'il s'agisse d'une planète morte. Mais s'il y a des traces de vie sur Mars, ces traces de vie sont peut-être enterrées. Ce serait fantastique de trouver des traces de vie, mais en tout cas, ce n'est pas une planète vivante comme l'est la Terre. Ces processus ont lieu à d'autres endroits dans notre propre système solaire. Là, vous voyez Enceladus, une lune de Saturne. Et là, il y a donc des panaches qui jaillissent dans l'espace. Et à l'aide de spectroscopie, on a pu montrer qu'ils étaient riches en gaz hydrogène, qu'ils étaient alcalins et qu'il y avait des carbones réduits de carbone comme le méthane, etc. Il s'agit très certainement du même processus de serpentanisation ici sur Enceladus et sur la Lune de Jupiter. Donc, ce sont des processus qui peuvent avoir lieu sur n'importe quelle planète rocheuse humide.
Et il y a potentiellement des dizaines de millions de celles-ci dans la Voie lactée. Alors, j'ai parlé de la structure des cellules brièvement, et la structure de la planète et la structure de la cellule de manière très large. Il ne s'agit pas d'une comparaison directe, mais elles partagent une certaine topologie. La Terre possède donc des ions qui donc sont riches en électrons. Donc, le centre de la Terre est riche en électrons, et l'extérieur, les océans, l'atmosphère sont relativement oxydés. Et donc, négatif à l'intérieur, positif à l'extérieur. Et donc, ça, bon, donc ça, c'est exactement la même topologie que les cellules. Donc, je vous montre ici à droite la cellule bactériale. Vous voyez les pompes ici dans la membrane qui rend donc l'extérieur acide et l'intérieur alcalin. Donc, en fait, il s'agit de la zone de mixage ici, de mélange. C'est là où l'intérieur de la Terre rencontre l'extérieur de la Terre. En fait, la Terre, c'est comme une batterie gigantesque, et une cellule fonctionne également comme une batterie, comme une pile. Et c'est là où se passe le mélange, à l'intérieur de ces cheminées. C'est Microsoft qui avait prédit leur existence. Et donc, c'est dans une des revues scientifiques les plus importantes, Nature, en 2009, qu'il en parle. Donc, ces idées on commence donc j'avais entendu dire qu'au début ces idées étaient rejetées, et tout d'un coup, quand les idées dont il avait parlé se sont révélées vraies, eh bien, ces théories ont été bien plus acceptées. Ici, vous voyez une image d'Erasmus, donc l'homme de naissance. Donc, vous voyez ici, donc, il se trouve dans son laboratoire à Pasadena, et derrière lui, il y a un petit peu des systèmes hydrothermaux de la ville perdus. Et puis à droite, vous voyez une partie de l'une de ces cheminées hydrothermales des grands fonds marins. Alors, vous voyez ici qu'il s'agit d'un ensemble interconnecté de pores. Et Mike décrit cela comme des réacteurs donc de fluides hydrothermaux. Il y a l'eau de l'océan qui rentre, il y a des parois catalytiques, et puis il y a percolation et mélange de ces fluides. Et il s'agit là de ce dont il a parlé depuis plus de 30 ans. D'après lui, c'est là où la vie prend son origine. J'espère qu'il me reste encore 20 minutes à peu près. Très bien. Donc, le flux de l'énergie maintenant. Donc là, vous voyez sur la gauche un pore de l'une de ces cheminées, et puis à droite, une cellule autotrophique. Ils ont la même topologie. Les pores donc ont les mêmes topologies, fluide alcalin à l'intérieur, acide à l'extérieur. Et il y a une barrière entre les deux. Et cette barrière est plus épaisse, elle est inorganique dans ces cheminées, donc ce n'est pas exactement comparable, mais dans leur topologie, ces deux éléments sont similaires. Cela ne veut pas dire qu'ils sont reliés, mais il est possible qu'ils le soient. Et on peut réfléchir à des façons dont cela pourrait fonctionner. Donc l'idée, alors je reviens à cela, donc il y a donc les protons qui sont ressortis par pompe. Donc la respiration fonctionne par le fait de pomper donc ces protons à l'extérieur de la membrane. C'est une idée un petit peu bizarre. J'ai décrite avec le cycle de Krebs, l'électrification de la membrane, donc les protons qui sont pompés en dehors de la membrane. Et cette idée a été proposée par Peter Mitchell en 1961. Donc Jennifer Moyle, c'était sa collaboratrice qui était excellente dans le laboratoire, Peter également, mais c'était Jennifer qui faisait toutes les expériences. Peter Mitchell a gagné donc le prix Nobel en 1978, et sans les expériences de Jennifer, personne n'aurait pris Peter Mitchell au sérieux. Mais ses idées étaient brillantes.
étrange. Et donc, il y a une citation qui dit que depuis Darwin, la biologie n'a jamais, on n'a jamais eu une idée aussi contre-intuitive que celle d'Einstein, d'Eisenberg ou de Schrödinger. Donc, lorsque quelqu'un compare l'un des grands biologistes avec des grands physiciens, eh bien, moi, ça me fait sourire. Donc, pourquoi est-ce qu'il a pensé à cette idée bizarre, donc une membrane électrifiée? Alors, il ne réfléchissait pas à la respiration, mais à des choses très simples quant aux bactéries. Et cela est tiré d'une conférence à Moscou en 1957 sur l'origine de la vie. Et il a dit, je ne peux pas considérer l'organisme sans son environnement. D'un point de vue formel, les deux peuvent être considérés comme des phases équivalentes entre lesquelles un contact dynamique est maintenu par les membranes qui les séparent et qui établissent des liens entre eux. Donc, lorsqu'il parle d'organisme, ne pensiez pas aux êtres humains, pensez aux bactéries, à la membrane qui fait la différence entre l'intérieur et l'extérieur et les deux phases, donc entre l'intérieur et l'extérieur, et cette membrane qui est extrêmement fine, sépare et établit un lien entre ces deux éléments. À mon avis, c'est là la clé. Et si on pense à l'origine de la vie, il est tellement facile de s'accrocher à ce qu'est la vie, qu'est-ce que la définition de la vie. Mais avant la vie, nous avons un environnement, nous avons des phases, nous avons cette structure. Et donc, avant de savoir ce qu'est notre système vivant, eh bien, on a cette façon de penser, d'évaluer les choses. Voyons ce qu'est un système vivant et un environnement, et finalement, ce sont deux phases équivalentes. C'est cette nouvelle façon de voir les choses. Voilà à quoi il pensait. Si une cellule veut que l'extérieur reste différent de l'intérieur, pour être une entité vivante, pour être une cellule qui est différente du reste du monde, eh bien, elle doit pouvoir se séparer des choses qu'elle ne veut pas et obtenir les choses qu'elle veut. Sinon, elle va perdre de l'énergie. Et donc, dans ce cas-ci, c'est les protons. En envoyant des protons vers l'extérieur, et les protons sont très importants, juste pour vous pouvoir maintenir le pH adéquat dans la cellule. Donc, il ne parlait pas de respiration, là. Il parlait simplement d'hémostasie des cellules et s'assurer de garder au sein de la cellule ce qui est important et ce qu'il ne faut pas. Qu'on puisse le mettre à l'extérieur. Et donc, il s'est rendu compte que si on faisait sortir des protons, mais qu'on leur permettait de re-rentrer, eh bien, il y aurait un flux normal juste par le gradient de concentration. Et donc, finalement, cela va coûter de l'énergie de faire sortir de l'hydrogène. Et puis, finalement, quand l'hydrogène reviendra à l'intérieur, cela créera de l'énergie. Et alors, il s'est dit, ah bah, cela peut produire de l'électricité. Et c'est comme ça qu'il a compris le lien avec la respiration humaine dans les mitochondries. C'était vraiment son génie, de comprendre qu'entre ces deux phénomènes, il y avait une connexion. Et puis, il l'a prouvé expérimentalement. En tout cas, c'est Jennifer qui l'a prouvé. C'est assez simple d'un point de vue conceptuel. C'est comme c'est simplement comme un barrage hydroélectrique avec l'eau qui est d'un côté et on arrive. Et puis cela donne de l'énergie à des turbines. C'est la même chose. Mais maintenant, comment c'est arrivé? Comment ça a été créé la première fois? Alors, voici la synthèse de l'ATP. C'est un produit de sélection naturelle. C'est quelque chose de très complexe, donc ce n'est pas quelque chose qui est apparu spontanément, c'est sûr. Mais ce qu'on voit au-dessus, que j'ai appelé ECH, c'est-à-dire ce qui permet de convertir l'hydrogène, eh bien, c'est une protéine très simple. Et au sein de cette protéine, il y a des clusters de sulfure de ferreux. C'est comme des petits cristaux, des nanocristaux, qui sont constitués de sulfure et de fer, d'ions. Et ce sont eh bien, il y a beaucoup de minéraux qui ressemblent à ça. Donc on peut se poser cette question, eh bien, c'est quelque chose qui aurait pu se dérouler dans un monde inorganique. Et c'est ce qui permet d'amener les hydrogènes et de les amener à une autre protéine qui utilise également ces mêmes clusters de sulfure ferreux. Et donc, vous pouvez le voir à droite. S'il y a un proton ou pas, ça s'active ou pas. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple en fait. Et je vais vous l'expliquer en prenant le cas du CO2 et de l'hydrogène. Si vous voulez
amener de l'hydrogène, un proton de l'hydrogène au CO2, ils n'ont pas envie de le faire. C'est assez stable. Il va garder ses électrons. Mais c'est la même chose, le CO2 est assez stable. C'est une molécule assez rigide, elle n'a pas envie d'être pliée, elle n'a pas envie des électrons qui viennent de l'hydrogène. Donc en fait, c'est une réaction qui ne va pas se dérouler spontanément. C'est la première chose qui est complexe pour qu'on crée de l'aldéhyde, quel que soit le pH. Mais dans les cheminées, on se retrouve avec des pH de 11 pour l'hydrogène et CO2 qui est à un pH 6 dans l'océan. Pourquoi ça change les choses? Eh bien, si l'hydrogène donne des électrons, eh bien, il reste des protons. Et les protons, dans un environnement alcalin, cela crée de l'acide. Il va y avoir une réaction immédiate. Donc, si l'hydrogène donne son électron, il a beaucoup plus envie de le faire parce que l'environnement est beaucoup plus réactif et donc ce sera beaucoup plus facile pour l'hydrogène de libérer son électron. Et le CO2, quant à lui, c'est l'inverse. Il prend ses électrons, maintenant il a une charge négative, il n'en veut pas de sa charge négative. Mais s'il y a des protons autour de lui, c'est-à-dire puisqu'il est dans un environnement acidifié, eh bien il prend un autre proton. Donc le CO2, il est beaucoup plus facile de le réduire en une molécule organique dans un environnement acidifié. Et donc on a ces deux phases, et c'est quelque chose également qui a été découvert. Donc maintenant, on a deux phases. On a une phase alcaline avec de l'hydrogène et une phase acide avec du CO2. Et on a peut-être une barrière semi-conductrice entre les deux. Et ça peut fonctionner alors, dans cette condition-là, ça peut fonctionner. Cela peut être vraiment ce qui entraîne la fixation du CO2. On ne sait pas si c'est les électrons qui transfèrent la barrière, qui traversent la barrière ou si c'est les protons qui la traversent, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Et maintenant, on a des études de laboratoire qui se font, on a des hypothèses. Toute cette chimie doit se faire en situation anoxique. Il ne faut pas d'oxygène. Parce que sinon, tout va réagir avec l'oxygène directement. Donc là, ce que vous pouvez voir, ce sont des boîtes anoxiques. On avait de moins bonnes boîtes à l'époque et il y avait des fuites. Et on avait toujours un petit peu d'oxygène dedans et ça ne marchait jamais. Tout simplement, ça ne marchait jamais. Et il y avait plein de raisons pour cela. Et finalement, on a obtenu une meilleure boîte à gants et on s'est rendu compte qu'en fait, les moments où ça ne marchait pas, c'était chaque fois les traces d'oxygène. Et maintenant, elle fonctionne très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails des données, mais je voulais juste vous expliquer le type d'expérience qu'on peut effectuer avec une certaine hypothèse. La question a l'air tellement éloignée de cette question de l'origine de la vie, donc on s'est posé cette question de savoir si on peut créer du méthanol, de l'acide acétique et d'autres. Donc voilà, c'est comme ça que marche l'énergie. C'est juste deux phases, une barrière au milieu et un certain contexte. Maintenant, parlons du métabolisme. Ça va vous intimider un peu. Mais n'ayez pas peur. Tout en haut à gauche, vous avez le CO2, le dioxyde de carbone. Et tout ce qui est vert là-dessus, c'est toujours du CO2. Et parfois, vous avez H2 en vert. Et c'est H2, CO2. Toute cette chimie vient de l'hydrogène et du CO2. Il n'y a rien d'autre. Bien sûr, on ajoute de l'azote pour les acides aminés, mais la majorité se fait avec du CO2 et de l'hydrogène. Et ce qui est en bleu, c'est tout ce qu'on a pu réaliser en laboratoire. Et maintenant, ils sont quasiment tous en bleu, comme vous pouvez le voir. En 4 ans, on a réussi à quasiment tout reproduire en laboratoire. Dans les cadres rouges, c'est les précurseurs qui permettent de créer l'ADN, qui sont les éléments de construction de l'ADN. Donc vous imaginez cette chimie, si on a assez d'hydrogène, de CO2, et une barrière électrique qui leur permet de réagir, alors on peut créer toute cette biochimie. Et c'est quelque chose qui peut se passer spontanément en laboratoire, on l'a prouvé. Et j'aimerais vous donner un exemple de notre propre laboratoire qui n'a pas encore été publié. On a commencé dans ces cadres rouges, et on essaye de trouver l'uracile, une des bases de l'ADN.
Et ce que vous voyez à gauche, ce sont certaines étapes, et à droite, c'est les étapes finales qui permettent d'atteindre cette lettre de l'ARN. Et donc, il y a une partie de synthèse à la fin. Et finalement, le seul catalyste dont on a besoin, c'est du sulfate de cuivre. Et donc, on a à gauche les conditions de base, et à droite, on a essayé différents pH, différentes pressions, différentes températures, différentes salinités. Et finalement, on a groupé ensemble les meilleures conditions, et on s'est retrouvé avec 10 fois plus d'uracil produit quand on a ajouté ce sulfure de cuivre. Donc là, on s'est retrouvé avec un pH 9, 80 degrés et environ 100 bars. Donc ça ne prouve rien, mais ça me fait juste me sentir bien à la fin de la semaine. Alors j'ai une question à ce sujet. Donc on parle du sulfure de cuivre. Le cuivre, il devrait réagir avec tout le sulfure qu'on peut trouver dans l'océan. Donc ils vous diront, il n'y aura pas de cuivre à ce type de conditions. Et ils ont raison. Donc c'était étonnant. Il devrait réagir avec tout le sulfure qu'il trouve et précipiter directement. Donc on ne devrait pas en trouver. Donc que se passe-t-il si on le fait avec du sulfite de cuivre? Eh bien, ça marche, et on en a encore plus, et on ne sait pas pourquoi. Ça marche 2 fois mieux qu'avec le sulfate de cuivre. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'a pas compris, et c'est une des choses importantes avec les expériences en laboratoire, c'est quelque chose qui vous rend plus humble. L'idée principale est toujours là. L'espoir que ceci puisse nous aider à mieux comprendre l'origine de la vie est toujours là. Mais finalement, les détails nous font comprendre qu'il y a d'autres ions métalliques qui apparaissent et finalement qu'on avait tort au début. Et je pense que c'est très bon pour chacun de se rendre compte que parfois on peut avoir tort. Donc, imaginez les choses. Voilà un pore dans une cheminée hydrothermale et une barrière. À l'extérieur, il y a de l'hydrogène, des ions d'hydrogène. Et puis, on pourrait avoir ce type de chimie qui ressemble au cycle de Krebs. Et ces choses assez simples qui permettent de créer ce type de réaction. Et en laboratoire, on a pu créer ce type de réaction. Donc, que se passe-t-il si finalement on crée des acides gras? Eh bien, finalement, ils risquent de créer une protocellule au sein de cette cheminée hydrothermale. Et à ce moment-là, il y a un cycle de Krebs qui se déroule dans une protocellule. Peut-être que j'imagine trop là, peut-être que j'ai trop de créativité. Vous pourriez dire que c'est juste une hypothèse, mais c'est une hypothèse qu'on peut tester. Donc l'idée, c'est que maintenant, on peut créer non seulement des acides gras, mais peut-être également les nucléotides et les sucres, puisqu'on a un espace séparé maintenant, avec des concentrations plus élevées, donc. Donc ce n'est qu'une hypothèse, d'accord. Mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut créer des protocellules dans ces conditions, puisque c'est des conditions extrêmes. Le pH là-bas est de 11, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une étude assez simple. On a pris un mélange d'acides gras qui avait été créé dans ces conditions dans le laboratoire. Donc on sait que ça peut fonctionner, mais on ne sait pas très bien comment ça peut fonctionner, pour être honnête. Mais quoi qu'il en soit, en utilisant les acides gras qu'on avait pu produire sous ces conditions, et vous pouvez le voir ici, c'est une observation au microscope, et on a des protocellules avec une membrane à pH 12, 70 degrés, et plus de sel et de magnésium que dans l'océan encore. Donc ça fonctionne. Et au microscope fluorescent, on voit qu'il y en a beaucoup et qu'elles ont des formes très bizarres. Ce ne sont pas toutes des sphères. Parfois elles sont étendues, parfois elles sont longues. Et elles se déplacent. Et je ne vous montre que des photos, mais c'est quelque chose de très dynamique finalement. Et il y a une cohésion dans l'environnement. Elles peuvent fusionner et se séparer. Donc c'est assez dynamique.
Donc, essayez de se poser cette question. Quelles interactions on obtiendrait entre les acides aminés et les sulfides et les ions de sulfure? Donc, on essaie de les mélanger ensemble. Ça n'a pas marché du tout, honnêtement. On a juste eu la cystéine. Et on a tout mélangé et il n'y a rien qui a fonctionné. Et puis on s'est dit, mais attendez, pour que la cystéine réagisse avec le sulfate s'il n'a plus son proton, il faut d'autres conditions. Et donc on a essayé au pH 9. Et là c'est à gauche. Et là tout d'un coup, vous voyez que cette trace, il y a tout d'un coup un changement. C'est là qu'on a cette apparition de sulfure de fer. Et là, c'est finalement les clusters de sulfure de fer qu'il y a dans les enzymes qui amènent les protons dans les membranes. Et tout ceci en changeant juste le pH. Donc c'est quelque chose qui se déroule naturellement, spontanément. Ces clusters se créent automatiquement, spontanément, et les électrons sont transférés. On n'a pas encore réussi à les faire réduire du CO2, mais en théorie, ils peuvent le faire. Et je vais vous montrer ces clusters. Voilà, ici, vous voyez, ce sont comme des petits cristaux. Donc c'est incroyablement facile de créer ces clusters biologiques qui sont responsables de la fixation, du transfert plutôt des protons. Avant de rentrer dans d'autres détails, je vais vous parler ici de quelque chose qui vient d'être publié. On a parlé de la synthèse de l'ATP souvent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'ADP et du phosphate, les met ensemble, et on se retrouve avec une phosphorylation, et on se retrouve avec 3 phosphates. Mais la question, c'est de savoir comment on le fait, puisque c'est une machine qui est arrivée bien plus tard, et qu'il fallait quand même de l'ATP au tout début de la vie. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est que avec le phosphate d'acétyle, avec un ion ferrique, on peut créer de l'ATP tout seul, avec rien d'autre. Et on a essayé avec d'autres catalyseurs et ça n'a jamais marché. On a essayé des dizaines d'ions métalliques et ça n'a jamais marché. Plein d'agents phosphorylysants, mais ça n'a pas marché. Et puis à droite, on a essayé. Oh, désolé. On s'est rendu compte qu'on arrivait à faire de l'ATP, mais qu'en est-il des autres lettres de l'ADN ou de l'ARN, la guanine et les autres? Mais au début, on n'avait qu'à faire que de l'ATP. Donc les ions ferriques et l'acétylphosphate vous donnent de l'ATP, c'est tout. C'est effrayant, parce que ça veut dire que la raison pour laquelle l'ATP est la monnaie courante de l'énergie universelle, c'est simplement parce que c'est le seul qui peut arriver spontanément. On avait d'autres idées, mais c'est assez effrayant de se dire ça. Alors, pour les 5 dernières minutes, j'espère qu'il me reste 5 minutes. Je vais vous parler de l'information. Je vous ai parlé de ces modèles, mais ici je vais essayer d'aller plus vite. On parlait de ces protocellules, est-ce qu'elles peuvent créer assez de nucléotides pour avoir de l'ARN? Si vous voulez poser des questions là-dessus, bien sûr, j'y répondrai. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est possible, elles peuvent. Il y a plusieurs rétroactions qui utilisent les nucléotides et donc c'est possible d'avoir de l'ARN dans ces protocellules. Donc ça, c'est tout ce que je voulais dire. C'est juste un modèle mathématique qui l'a prouvé. Mais voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, par contre. Si on se dit qu'on a raison, et qu'on se dit, voilà, la vie a démarré dans ces conditions du CO2 et de l'hydrogène, et qu'on voit les différentes façons de faire, et qu'on prend le métabolisme, comme je vous l'ai montré, et vous voyez qu'on avait la première lettre. Le code de l'ADN, il a 3 lettres. C'est un codon, comme on l'appelle. Donc, 3 lettres qui permettent d'avoir un acide aminé. Et vous pouvez avoir 64 acides aminés différents.
Mais il y a beaucoup de redondance, il y a beaucoup de... on ne sait pas vraiment si c'est optimisé, et s'il y a différentes réactions. Et chacune de ces flèches ici sont celles du métabolisme. Et vous pouvez voir que la première lettre, c'est le G. Elle est en vert. Elle est en grès, plutôt. On ne sait pas pourquoi. Les lettres en gris viennent avant les autres. Et puis l'adénosine en deuxième. C'est la deuxième position. C'est le A. Et comme on peut le voir, elle est assez proche du CO2. Et puis le C et puis le U viennent plus tard. Donc ce n'est pas qu'une question d'étape, c'est une question de structure. Je ne vais pas essayer de vous l'expliquer parce que je ne suis même pas sûr de la comprendre moi-même. Mais en tout cas, ce n'est pas aléatoire. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas aléatoire. Il y a une relation entre le métabolisme de base et la place de ces différentes lettres. Donc ça, c'était la première position. Quel en est-il de la deuxième position? On voit à gauche, vous avez un G en première position, et à droite, vous avez un A en première position. Et puis alors, on se pose la question de la deuxième position par ordre d'hydrophobicité. Et donc, on voit qu'en haut à gauche, on voit bien que plus les lettres sont hydrophobes, plus elles viennent en deuxième place. Donc, ça semble assez simple. On se retrouve avec A qui va réagir avec un autre acide aminé hydrophobe. Donc il existe une relation claire ici, plus faible pour les autres acides aminés. Donc les 10 premiers, c'est ceux que l'on obtiendrait normalement. Donc je ne peux pas vous expliquer exactement ce qui se passe ici, mais clairement il y a un schéma récurrent qui suggère une interaction directe. Alors là, c'est la troisième position que l'on considère normalement comme étant redondante. Donc, tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il ne s'agit pas là d'une image aléatoire. Il y a un ordre dans cette image. Et je vais vous donner un exemple. En dessous de la ligne du milieu, il y a deux cases bleues. L'une, c'est écrit GLUT et l'autre ASP, donc glutamate et aspartame. Et il s'agit là d'un code inversé sur ce tableau. Donc si vous rentrez, vous voyez la première lettre, c'est un G dans les deux cas. La deuxième lettre, c'est un A dans les deux cas. Et puis au milieu, vous avez R, O, Y. Et donc ça, c'est la distinction entre les deux. Donc à droite, tout dépend de la taille. S'il y a de la purine c'est grand. Et ensuite, la pyrimidine est plus petite. Et puis du côté de l'acide aminé, eh bien, cela dépend en fait s'il y a une purine ou l'autre composante. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que l'on connaît quoi que ce soit au sujet de l'origine de la vie? Alors moi, je dirais pas beaucoup, mais on peut essayer de comprendre le problème. Je ne peux pas dire que la vie a commencé au fond des océans avec certitude, mais on peut commencer à réfléchir aux questions, on peut commencer à faire des expériences, essayer de comprendre intellectuellement comment une planète humide, rocheuse peut donner vie à la vie telle qu'on la connaît. C'est un long continuum. Quand je parle de la vie, je parle de l'ADN, je parle de machines moléculaires, je parle de ribosomes. Il s'agit là d'une machine sophistiquée. Et les étapes proposées doivent pouvoir se lier entre elles. Car le problème en ce moment sur le terrain, c'est qu'une partie marche dans un environnement, une autre partie marche dans un autre environnement. Alors, il faut se poser la question de savoir si on peut établir des liens. De demander que tout ait lieu dans le même environnement, ça, c'est vraiment beaucoup demandé. Mais bon, c'est une question qu'il faut essayer de montrer. Et si on n'arrive pas à prouver, bon, c'est pas grave. Et il faut également démontrer la viabilité de chaque étape.
Je pense qu'on peut apprendre beaucoup des principes. Si on comprend les principes, on peut essayer de comprendre comment se passe la vie ailleurs. Est-ce que la vie ailleurs respecte ces mêmes principes? Est-ce qu'il s'agit de principes robustes ou est-ce que les choses se sont passées uniquement comme cela sur la Terre? Je souhaite remercier les personnes de mon laboratoire car ces questions peuvent réellement tuer une carrière. Tout peut être négatif. Tout ce à quoi on fait face peut être négatif, mais mes collaborateurs font réellement un travail fantastique. Et ces photos, donc je les ai reçues il y a quelques années. C'était un cadeau d'anniversaire et tous mes collaborateurs montrent ici le cycle de Krebs renversé. Donc, en tout cas, c'est une équipe fantastique qui perpétue toutes ces grandes questions et ces grandes réponses. Merci en tout cas à eux. Merci à vous. Merci à la Fondation Life. Thank you very much, Mr. Lane. Take a seat. La richesse de ce colloque Wright, c'est de pouvoir discuter non seulement avec le conférencier de ce soir, mais aussi les autres conférenciers de la semaine, que je vais inviter maintenant sur scène, en l'occurrence Kim Prater, Frieden von Blankenburg, que je cherche, et Steven Spark. S'il vous plaît, rejoignez-moi. Pendant qu'ils s'installent, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en français également, en anglais bien sûr si vous le souhaitez, et que les personnes qui nous suivent en ligne peuvent aussi écrire leurs questions, elles seront relayées dans la salle. Take a seat. Yeah. Take a seat. Yeah. So I'll switch to English and present the other guests we have on stage with us, starting with Frieden von Blankenburg. He's a professor of geochemistry at the German Research Center for Geoscience in Potsdam. We also have Kim Prater, Kimberly Prater, professor of atmospheric chemistry at the Scripps Institution of Oceanography at the UC San Diego in California. And we have Steven Spark. Et nous avons Steven Spark. Please. We have Steven Sparks as well, emeritus professor for volcanology at the University of Bristol in the UK. À l'Université de Bristol au Royaume-Uni. And of course, Nick Lane. Et I brought Nick Lane, bien a little entendu. book with me tonight J'ai for apporté you. un petit livre avec moi ce And soir this pour book vous. was Et actually ce written livre by a a été écrit physicist. par un physicien. So, as a physicist, not because it was written by a physicist, but because it was written on a question I will read Et ce in a livre second. This book was a été écrit sur written la in question que je vais lire 1943, which is dans quelques exactly secondes. Ce livre a été 10 écrit en years before the 1943, discovery of 10 ans DNA. avant la découverte de And this book l'ADN. from Erwin Schrödinger, so Et you might have heard of Schrödinger because ce of the livre cat de of Erwin Schrödinger. Schrödinger But I won't speak about the cat of Schrödinger now. This book is entitled What porte is le Life? titre And this was a What is famous Life? lecture he gave Qu'est-ce que in la Dublin vie? in that year. Et c'était là une And conférence actually qu'il a talking donnée about à books, in one of your Dublin, books, bien The connu. Vital Questions, Et you dans l'un say de actually, and it's a question vos to you, but livres, also to vous dites, to the other et guests, c'est une question que je vous that pose, what is life que is probably the wrong question. De se demander ce que c'est la So vie, c'est what is probablement the right la question mauvaise then? question. Donc, quelle est la bonne question? So I had one chapter in that book called What is Life, and it is the Voici, je famous peux- question. C'est effectivement And it's the la question on everyone's question mind, bien really. connue, la question I que think tout le what monde is se living pose. is a better question. Je pense because life de is se a poser la question de process ce qui est over time. vivant. You C'est know, peut-être une we meilleure are- question. We don't think of it. We Car think of on ourselves as an pense, object, if you like. on pense à nous en tant But, qu'objet, si you vous know, voulez. put a plastic bag over your head and you'll be dead in a minute. Mais We bon, are a si vous continuous mettez chemical un sac en reaction, plastique and au-dessus de that is votre tête, vous powering mourrez dans everything. quelques So it's a minutes. process Donc, over time, nous sommes and it's une that réaction chimique, c'est un angle processus that au fil du temps, Schrödinger et was c'est largely cet missing. Schrödinger angle was very auquel ne pense interested pas in- he didn't Schrödinger. know about Schrödinger DNA. He said ne it was connaissait 10 pas years l'ADN. before Vous avez DNA. dit c'est He 10 thought ans it avant la was découverte de proteins, l'ADN. Il in pensait fact, que and c'était he les thought it was protéines. proteins Il because pensait que c'était les J.B.S. protéines, Haldane, car who J.B.S. was, Haldane, one of the qui great geneticists est l'un des and grands généticiens biochemists et of the time, biochimistes de said that l'époque, DNA didn't a have dit enough que variation l'ADN n'avait in pas its, assez de in its variation structure et to dans sa possibly structure, encode all the richness of life, so et it had to qu'elle be ne pouvait pas proteins. encoder toute la richesse de la vie, And because qu'il devait s'agir des Haldane was protéines. such Et an Haldane eminence, était Schrödinger une took personnalité his word for it. éminente, et donc Haldane Schrödinger l'a also, cru. a few years Haldane, before that, quelques années avant 1929, cela, en had written a famous 1929, essay dans
dans un essai bien connu sur l'origine de la vie, where he coined the phrase primordial soup. a inventé la phrase soupe primordiale. Donc, tout le monde connaît cette idée. Je pense qu'il s'est trompé là-dessus également. C'était un homme tout à fait brillant. Et il a travaillé à l'UCL, c'est là où je suis moi-même, donc j'en suis très fier. Mais il y a beaucoup d'hommes très brillants qui ont travaillé à l'UCL à cette période. Et il y y avait également Ronald Fisher, le fondateur de la synthèse néo-darwinienne, un mathématicien très brillant, mais malheureusement également il était également très raciste. Et donc, un centre portait son nom, on a enlevé son nom récemment en raison de cela. C'était un scientifique brillant, mais c'était un homme terrible. Donc, au début, je pensais qu'il ne fallait pas retirer le nom de certaines personnes pour ces raisons, et maintenant je pense que oui. Alors, quelle est la bonne question à poser selon vous? Donc là, je parle aux autres invités, volcanologie, etc. Quelles sont les bonnes questions à poser? Alors, donc, pour prendre un aspect de la conférence de Nick, c'est qu'il faut qu'il y ait un environnement particulier dans lequel la vie évolue et dans laquelle la vie se développe. Et je réfléchissais à deux des présentations qui ont été faites, l'une par Kim sur la circulation de l'atmosphère et Ilke sur la circulation dans les océans. Est-il possible que les ingrédients de la vie se soient développés dans divers endroits, dans l'océan, dans l'atmosphère, qu'il y ait eu un mélange avec des molécules donc, dans l'eau, dans l'air, dans le feu, dans la terre. Est-ce que je puis répondre rapidement? Oh, I don't need the mic, that's true. Okay. Oui, bien entendu que c'est possible. Et c'est là la vue dominante dans le terrain. Lorsque l'on dit que les molécules sont faites partout, finalement sont créées partout, puis ensuite elles sont réunies, ça c'est possible que ce soit vrai, je ne peux pas dire que ce ne soit pas vrai. Moi, je n'aime pas trop cette théorie. Je pense que la clé pour moi, pour savoir ce qu'est la vie, c'est que la vie, c'est la croissance. La croissance, c'est vraiment la seule chose qui distingue la vie. L'hérédité, c'est une forme de duplication. On double l'ADN, mais on double également la quantité d'ADN. Et avant cela, on doit avoir des manières de doubler la cellule et la matière. Mais si on pense à une origine autotrophique où tout se trouve dans le même environnement, on a deux fluides et des réactions qui permettent d'obtenir les molécules et métabolismes de base. Et puis ensuite, il y a une autre réaction, etc. Donc on a un environnement qui entraîne la croissance, l'organisation structurelle. Moi, je trouve que c'est assez plaisant comme hypothèse. Cela ne veut pas dire que c'est juste, mais il y a d'autres personnes qui travaillent sur d'autres hypothèses. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la charge électrique sur la membrane, le travail que ces charges font. Et j'ai fini par comprendre qu'elles entraînaient la fixation du CO2, et donc cela signifie que l'origine doit se trouver dans un seul endroit. Bon, ça c'est une hypothèse un peu puriste, mais une hypothèse doit être puriste. Il faut pouvoir dire, je pense que cela mène à ça, mène à ça, mène à ça, mène à ça. Il faut éprouver ensuite toutes les différentes étapes. Cela ne veut pas dire que les étapes sont justes, que moi j'ai raison, mais si l'hypothèse est juste, c'est cela qu'elle prévoit. Et si je dis j'en veux un peu de ça, d'un peu de ci, un peu de ça là-bas, eh bien on ne peut plus éprouver une hypothèse. Et je pense que ça, c'est un problème dans ce domaine, c'est que les chimistes disent vous voulez qu'on fasse des nucléotides, on va les faire dans ces conditions, on va utiliser du cyanide, etc. Donc on prend un peu de ça, un peu de là. Et puis, je pense que c'est cela qui manque. Yeah, I mean, I guess my main thing, and I think it's along with what Steve was saying, alors moi, donc par rapport à ce que disait Steven,
as I mentioned when I met you, all right, I was thinking Donc, about this lorsque je prebiotic vous ai, world and how people are thinking of rencontré, being from je the pensais surface of donc, the ocean, right? Is there one answer je to what pensais, is like? I mean, could there y a-t-il be une multiple? réponse I à think ce qu'est la that is- vie? I mean, Une seule it seems like réponse. Il people pourrait are qu'il y avoir des forced- réponses being multiples. forced. There's Il semble different camps. qu'il y a Am I différents correct? camps. Absolutely, and C'est those bien camps are exact. not on Oui. speaking terms. Et ces camps ne s'entendent pas bien. Yeah, C'est bien ce que it's je a really pensais. angry field. Any field that Les gens sont très en colère les uns it's a contre les autres big dans important ce question, domaine. and there's Chaque not fois qu'il very y a much evidence one way or the other, and there's question so many très moving importante et parts qu'il n'y a that you pas can't beaucoup de possibly preuves, really join them all up. And where people have dedicated et decades of lorsque their careers les to gens it and their entire dévouent reputation des stands on their ideas, carrières it's entières à la going to lead question, to a eh lot bien, of cela va bitterness, mener à resentment, beaucoup anger, d'amertume, and regret, frankly, manipulation sometimes. So colère et it's kind of manipulation sad, parfois. but Donc c'est un petit peu triste. it makes me realize that what Mais, science cela me fait me rendre compte tries to que do ce que as a la method science is to essaie try de to make faire en tant people que be méthode, honest, c'est to try to make people d'essayer take de the s'assurer que les gens personality soient out of it, honnêtes, to try to be on the met sa best form of personnalité de ce themselves, I côté think. pour essayer de faire au mieux. And that's something which it's Et easier to c'est do là in some quelque fields chose than others, and qui est it's plus something facile à faire dans that certains domaines que I d'autres. think in this field, Et dans I ce certainly want to domaine, try and set an example to my own people around j'aimerais me essayer de montrer that's l'exemple. how we should live. Be willing to be wrong and be the Donc, first person to il stand faut up être and say, prêt à avoir I'm wrong, tort, or maybe la these première ideas personne à se are wrong, lever et and à you're dire quite j'ai right, tort. plenty of other ideas out there, and Peut-être maybe que that I'm d'autres wrong on all idées sont everything. plus justes I que hope les not, miennes. but- Enfin, je ne sais pas. Yeah, thank you. This was a brilliant talk. C'était là une And présentation Steve, brillante. if your question Steve. you gave me the keyword for expanding that question. I mean, all the chemical reactions you have talked about Vous avez are parlé all de réactions that chimiques promote life is mainly a source of energy, qui which is like promeuvent a la vie, pH qui sont gradient, source d'énergie it's comme hydrolysis, gradient it's a redox pH, reaction or something. etc. And then you need some inorganic Et ensuite, carbon, vous avez maybe dit que vous aviez CO2, and besoin that's de all you need, carbone really. inorganique, Those comme par exemple le environments exist in CO2, et many c'est places in the world. tout ce Steve dont on asked a the besoin, question, could life have ces developed éléments multiple times? organismes My et question vie would be, would life existent dans then, différentes parties du monde. why would it all have Alors, developed ma like question, 4 c'est de savoir billion years ago? pourquoi est-ce que la vie Wouldn't it ne still se serait develop today, given that these développée environments qu'il y a exist 4 still in many milliards places in the world? d'années? Pourquoi elle ne se Do we know? développerait pas aujourd'hui? Well, they're not the same. Oxygen, this problem that I Enfin, had bon, with our old glove box with l'environnement tiny n'est pas amounts of le oxygen. même. And when I mean, we could measure, we're talking, 5 parts per million On oxygen parle was the de amount that we were having 5 in parts there. par It really million wasn't very much. d'oxygène. C'est And ce we qu'on got avait à nothing. l'époque. And as C'était soon- vraiment pas and I thought it beaucoup. was to do with the pressure Et moi, of je pensais que cela hydrogen, avait à voir avec la all pression kinds de of things that I l'hydrogène was putting et it ce down genre de to. choses. Because to buy a new glove box is £50,000. It's not a large amount of money in the big scheme of things, but I didn't have £50,000 in my back pocket. I persuaded UCL to Alors moi, je n'avais buy pas me one, l'argent which was very kind of them, nécessaire very kind pour for UCL. pouvoir avoir les instruments nécessaires. Et puis bon, finalement, j'ai persuadé l'UCL de m'aider, mais j'ai appris une leçon ici. C'est que l'oxygène. Et si ces idées sont justes, peut-être qu'elles ne le sont pas, mais si on commence avec le CO2 et l'hydrogène, eh bien, cela ne marchera jamais s'il y a la présence de l'oxygène. Donc oui, cela aurait pu marcher pour les premiers milliards d'années. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas des origines multiples de vie? Bon, c'est possible que ça aurait été le cas. Darwin a peut-être répondu à cela au mieux, car dès que la vie émerge de quelque part, elle se répartit dans le monde. Resources that I suspect it never had a chance to get going again. If it did, si it may be les things choses like se the sont code passées itself, ainsi, eh that bien, as soon as c'est you've got peut-être a comme universal le genetic code. code, Dès qu'on rentre dans le code bacteria pass DNA around all the time by on passe lateral gene l'ADN, transfer. eh bien, à ce moment-là, il y a un transfert. Et donc, si on fait partie de ce système, on peut adapt to a new area. You s'adapter move over here and you don't à have une the nouvelle genes you need, but you get époque. this On one va from quelque there, part, that on n'a one pas from les here, gènes and now dont you're on a okay. besoin, Now you on can a les work here. gènes d'un endroit à d'un autre, And etc. so et if tout you va don't, bien. if you have a different Donc, genetic si on a code, un then code you arrive génétique there and différent, you on arrive et puis on se dit, oh là là. that's it, you're Ouais. gone. So it Ça may va. be that there was selection Donc peut-être qu'il y a eu in une that sélection way as well, that the de dominant cette code manière, won. la sélection But if what I naturelle, was le saying code about the dominant code at the a end gagné. is right, Mais si we ce que je find dis au life sujet on du Mars. code est juste et qu'on trouve la 5 vie years sur ago, I'd have Mars, said et il y no a way 5 would ans, they have j'aurais a dit similar non. code. Now, Ce code n'aurait pas, our il own n'y aurait work, pas this eu is un not code coming from me similaire. directly, it's coming Et from a maintenant, student, bon, c'est un Stuart travail Harrison. fait par un de mes He's étudiants, persuaded M. me that if Harrison, we qui m'a find life on persuadé que Mars, it's si going to have something on trouvait de la approximating to the vie genetic code that we know sur for Mars, these on trouverait biophysical quelque reasons. chose I'm proche shocked du at myself code for saying that. génétique I don't really que nous find it avons pour donc, believable when I ces say it raisons. Moi-même, like that, but, j'ai même du mal à y croire, mais the results are suggesting les that, and you résultats have to believe suggèrent cela. what
they say. Et donc, il And faut the problem of croire oxygen ce is que that disent it les would résultats. Et le simply problème take de over any l'oxygène, c'est que redox cycle, l'oxygène or that it would reoxidize any reduced organic carbon. réoxyderait tout Which of the two is the problem? carbone, Well, both etc. of them. Both, okay. Donc, oui, c'est effectivement le problème. Effectivement, c'est ça. So I'll open the floor now to Donc, questions. There maintenant, is one immediately there. je demande au public s'il y a des questions. J'en vois une là-bas, il y en a peut-être une autre. Up there. Alors, ici. To Professor Lane, Alors, you've j'ai une mentioned question a pour number of professeur times Lane. Vous avez CO2 fixation. parlé de la fixation du CO2 Would you do a à de bit of your multiples magic and get more of reprises. that CO2 in and Est-ce keep it que there? Basically, on could you pourrait find a way to fix trouver climate une change for us façon tonight? de régler yes, le in changement principle, climatique grâce à So, cela? Eh bien oui, en principe, ce serait possible. If we are, I mean, already we can split water On peut, economically by artificial diviser photosynthesis and release hydrogen. l'eau So à my l'aide de understanding is photosynthèse there's artificielle not et a huge libérer appetite for a de hydrogen l'hydrogène. economy. It would require a Donc, huge restructuring of il faudrait everything. une But restructuration if we de were tout able, si on voulait le faire. and Mais it's, si on you know, était capable there de are le people faire, working il y a on des it, personnes qui travaillent sur able to do what life cela. Vraiment, does. si The on simplest était capable cells de faire living in these hydrothermal que vents are faisait la taking vie, CO2 en and prendre du making, CO2 you may say, et hydrocarbons from faire des from hydrocarbones CO2. à partir du And if they're CO2. doing it using something as simple as a pH Si on le gradient fait across a avec un gradient semiconducting barrier, pH, then it ought to be eh bien, possible to make it ça work devrait être possible de le economically faire as well, in which de case, manière yes, we can économique. strip CO2 Et donc à ce from the moment-là, oui, on peut atmosphere, retirer le convert it CO2 into de l'atmosphère et hydrocarbons, burn the le hydrocarbons, and convertir we en remain at least hydrocarbone, carbon neutral. That brûler doesn't les solve hydrocarbone et the ensuite problem that on we est have neutre en carbone. with Cela ne pollution, with résout pas all le the problème de la other aspects, pollution, with far des too much autres CO2 aspects, in the atmosphere du fait already, qu'il so y a it's déjà not a bien kind of trop de single CO2 fix. dans l'atmosphère. However, Mais it will be a lot better than what we're ce doing serait at the déjà moment, bien just mieux que ce digging qu'on up fait fossil pour fuels l'instant, le fait and de burning them. So brûler it's les a factor. carburants Whether it fossiles, can be etc. done Alors economically pour is a savoir different si cela peut être fait question sur le plan altogether. économique, ça c'est une question bien différente. There's a question here. Il y a une question par ici. Thank you. This is a fabulous talk. Merci, c'était une The présentation hydrothermal fabuleuse. vents, which are the environment that you've Les chosen, cheminées hydrothermales que vous they're avez choisies obviously comme environnement competing theories with competing environments. font concurrence à d'autres théories. How will it finally rapport be à d'autres decided which environnements, is donc, correct? Is there sort of an comment Occam's razor that one is saurons-nous, more elegant because qui a raison, one decided finalement? that what they needed for energy was Parce qu'à un some moment, on s'est extraterrestrial dit event, qu'il a fallu. whereas Il y a des yours théories is qui more disent qu'il faut pure un because it's événement self-contained. extraterrestre. Vous avez une théorie qui est I autocontenue, think, was it autosuffisante. Heisenberg or someone who said that nobody ever Je changes pense their que mind, Heisenberg a people dit just die. que personne ne change d'avis, les gens ne font So, que so mourir. I don't know, and I don't think that we will ever know Donc je ne the pense pas answer. This is the other qu'on connaîtra strange la thing. réponse. I mean, Et it's a c'est historical question. ça qui How est did étonnant. life start on Earth? And it may be there's C'est une multiple question ways in which it could happen, and historique it et may peut-être qu'elle a have pu been that there were démarrer multiple la vie ways de and différentes manières. other forms just simply Et, died out. et We can never que know certaines the formes ont history because we simplement can't go back in the time machine. n'ont pas perduré. Et donc tant but qu'on what n'aura we pas de can machine à remonter dans le get temps, is on ne an saura jamais intellectual la framework réponse that explains à cette how, question. Mais ce que in principle, on peut a mettre en wet rocky place, planet c'est un gives rise cadre to life, and it should de happen réflexion qui nous on permet de any wet comprendre rocky planet. comment What we would toute need to do to planète persuade the rocheuse, field humide peut donner would be, la vie. Effective experiments at Ce qu'il every faut step along the faire way, maintenant, c'est that avoir really des it does expériences work. And de then toutes I les think that étapes pour pouvoir expliquer comment ça there's a lovely fonctionne. phrase from James Watson when they discovered the Et structure of James DNA. He said, "It's so Watson pretty, it a has to be expliqué right." This is far less pretty in the sense that it's lorsqu'il a far découvert kind of l'ADN, il a dit more c'est tellement convoluted. beau But I think in the end it will appeal to our que ça doit être sense juste. of beauty, Et c'est that ça, this c'est explains a qu'il difficult faudra, problem with the je pense à un smallest moment, on yeah, se you rendra said compte qu'on Occam's arrive razor à with the- expliquer un problème with the si most compliqué avec quelque chose de beauty and si elegance. simple, avec Doesn't mean élégance. it's right, but Ça ne veut pas dire que c'est it's juste, hein. close as we C'est pas ce que je dis, are mais likely ever c'est to get. le plus proche qu'on sera de la réponse Was another finale. question here? Is it still? Il y a une autre question? Merci. On peut poser la question en français? Oui. Oui. Donc, professeur Lane, j'aurais aimé connaître votre... enfin, moi, je suis un passionné d'astronomie, hein, essentiellement. J'aurais aimé avoir vos impressions sur l'étude des spectres d'absorption des comètes qui ont révélé la présence d'acides aminés au niveau des spectres de visibilité. Et en fait, si vous voulez, le rôle que ça peut jouer par rapport à vos expérimentations de laboratoire. Merci. Peut-être que je n'ai pas été assez clair, si vous voulez que je précise la question. Les interprètes ne sont pas aussi rapides que vous, mais la question arrive. So there is no direct link. Alors, il n'y a pas de lien direct avec mes études. Certainly it's true that there are Oui, c'est vrai. acids on Il y a des comets. acides aminés Certainly it's true sur that there was les a free comètes organic matter, a lot et of cela a amené des early on, and
matière organique sur la planète. Et donc, il est possible que certaines de ces matières organiques aient survécu et ensuite populé une soupe primordiale sur Terre. Et ce sont des idées qui sont prises en compte très sérieusement. Il n'y a pas de doute, c'est quelque chose qui se déroule. Mais moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe après si on a cette soupe primordiale? Et là, personne ne sait vraiment vous expliquer. Donc pour moi, ce n'est pas la solution. Peut-être qu'il y a des molécules plus complexes qui viennent grâce à ces comètes, telles que des porphyrines qui arrivent depuis l'espace sur les comètes. Et peut-être que la vision que j'ai, c'est que cela va passer dans un système hydrothermal, mais la seule raison pour laquelle moi je suis un peu sceptique par rapport à cette idée, c'est que cela rend l'hypothèse moins intéressante. On dit juste, voilà, il faut que ça vienne de l'extérieur. Et c'était Voltaire qui disait « je n'ai pas besoin de cette hypothèse ». Donc finalement, moi, mon hypothèse, ce qu'elle a de beau, c'est qu'elle n'a pas besoin de matière organique venant de l'espace. C'est une question très intéressante. Nous savons que les météorites ont beaucoup d'acides aminés et de composants organiques et qu'il peut y avoir une survie de ces composants. Alors, elles n'auraient dû qu'évoluer en bactéries autotrophiques en utilisant le carbone comme source d'énergie. Est-ce que ça ne rendrait pas les choses plus simples? Eh bien, en fait, ce qu'il se passe, si c'est le cas, on a des centaines de milliers de matières organiques différentes. Et ce qu'on voit, c'est pas ça. Ce qu'on voit, c'est des voies métaboliques qui créent certains types de molécules qu'on retrouve très largement dans la nature parce qu'elles ont été créées par la vie elle-même. Et donc, finalement, il n'y a qu'un seul chemin. Et donc, l'explication la plus simple de voir ces autoroutes métaboliques, c'est que l'autotrophie est arrivée en première. Mais ce n'est qu'un argument, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai la réponse, mais c'est en tout cas pour moi la raison pour laquelle je ne pense pas que la théorie de l'apport de matière organique soit la bonne. Ce qui est très intéressant, c'est que le fond des océans est fait d'olivine. Donc il y a une serpentinisation qui se déroule. Donc ce n'est pas quelque chose qui se déroule uniquement sur Terre. Et donc on se pose la question de l'environnement géochimique. Vous avez mentionné la question des géocatalyseurs, tels que le nickel, le cobalt, le cuivre, qui sont nécessaires pour certains changements que vous avez décrits. Et donc, vous observez des environnements, finalement, qui permettent à l'utilisation de ces éléments dans les réactions. Mais pourtant, alors, je suis d'accord, la serpentinisation répond à ces exigences, mais est-ce qu'il y a d'autres, ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres environnements qui permettent ces réactions? Et alors, on pourrait avoir, juste par chance, la molécule dont on a besoin, elle pourrait venir de l'espace, par exemple, ou venir d'une météorite de cuivre, ou d'un volcan. Et puis l'atmosphère et l'océan ramènent tout ceci ensemble pour permettre la diversité du monde moléculaire. Alors tout ceci se déroule, bien sûr. Maintenant, la question c'est de savoir à quel point c'est pertinent ou pas. Le problème pour moi, c'est celui-ci. Si on comprend la façon de la sélection naturelle, s'il y a des molécules qui sont dans l'océan, comment vous les accumulez? Comment vous les reconnaissez? Sans gènes, sans rien. Comment on démarre? Donc il y a une molécule qui est là, comment est-ce qu'elle rentre dans le système? Et puis après qu'elle croît, parce que cette molécule est là,
et vous recopiez. Mais comment alors la deuxième cellule créée obtiendra, elle est aussi cette molécule? Là, ça ne serait que de la chance. Comment la sélection fonctionne dans un tel système? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste fondamental dans ma recherche. Oui, j'allais parler d'autre chose, mais je vais laisser la parole aux questions. On va prendre une dernière question de la salle, et puis après, je dirai quelques mots de conclusion. J'avais une question assez simple. Vous avez parlé de mettre de l'ordre dans les systèmes de vie en disant que l'énergie est nécessaire. Je suis assez convaincu par votre argument des cheminées volcaniques, mais d'où vient l'énergie? L'énergie qui permet la séparation des charges. Est-ce la chaleur du volcan? Non, c'est la gravité, finalement. Puisque les ions vont vers le centre, le fer va vers le centre de la planète. Mais quand il y est, il ne fait rien. Non, mais ce que vous faites, c'est que les éléments lourds vont vers le bas. Et on sépare des métaux riches en électrons d'un extérieur qui est oxydé. Donc en fait, la planète est en elle-même une batterie immense. Et le Soleil, en plus, oxyde l'atmosphère. Et l'hydrogène s'échappe dans l'atmosphère. Et donc, la photosynthèse ne fait qu'accélérer ce système-là. Donc vous dites que votre système fonctionne sur la photosynthèse. Non, 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 ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Donc au tout début, je parle de l'origine, oui. Ben, à l'origine, oui, voilà. On a une batterie. On a des électrons à l'intérieur qui sont très négatifs et des protons à l'extérieur, simplement parce que la gravité a amené les métaux lourds vers le bas. Et c'est quelque chose qui se déroulerait sur toute planète rocheuse, humide. Ce sont, pour moi, les conditions nécessaires pour l'origine de la vie. Nous n'avons plus de temps. J'aimerais tout de même conclure cette semaine par quelques mots. Je vous avais promis de vous parler de ce livre, donc ce livre de Schrödinger, dans lequel il s'excuse de ne pas connaître la réponse à cette question, et voilà ce qu'il écrit. Et après, je poserai ma question. Et je pense que cette conclusion est tout à fait liée à ce colloque. Nous ressentons clairement que nous ne faisons que commencer à obtenir les matériaux qui nous permettent de comprendre la somme totale de cette connaissance. Mais maintenant, il est impossible pour un seul esprit de comprendre plus qu'une simple partie spécialisée de cela. Et donc pour moi, ça me semble impossible de faire une synthèse de toutes ces connaissances où on devrait abandonner de faire cette idée, sinon nous ferons de fausses hypothèses. Les interprètes s'excusent, c'était une citation lue rapidement. Donc c'était une citation d'il y a bien longtemps. On a Didier Queloz, qui est professeur d'astrophysique, qui a découvert la première exoplanète, et aujourd'hui il crée un nouveau centre à Zurich pour l'origine de la vie. Et maintenant son objectif, c'est vraiment de réunir des scientifiques ensemble de différentes disciplines pour répondre à cette question de l'origine de la vie. Donc qu'est-ce que vous y voyez? Et vous avez décrit cela avec chacun qui travaille sur leur domaine. De quoi avons-nous besoin, ensemble, pour trouver une réponse à cette question? Je pense que la première chose, c'est d'être ouvert et être prêt à dire qu'on a eu tort sur certaines choses. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est dire j'ai une hypothèse, voilà pourquoi je pense que j'ai une hypothèse, mais j'ai peut-être tort, et j'essaie de comprendre pourquoi les autres hypothèses peuvent être bonnes également. Je pense que vraiment, ce qui fait avancer la science, c'est comme la sélection naturelle. Il y a de la concurrence et de la coopération. Il y a des idées, des hypothèses qui sont en concurrence, et certaines sont meilleures que d'autres, certaines vont muter pour devenir plus meilleures, et puis avec le temps, on arrive à trouver les réponses. Et je pense que la seule manière d'obtenir des progrès, ce n'est pas en forçant quelqu'un à accepter une autre hypothèse, non. Mais il faut plutôt donner la possibilité à chacun
d'étudier son hypothèse, d'aller aussi loin que possible et se montrer ouvert d'esprit et être prêt à dire « voilà, j'ai eu tort ». Et c'est de cette manière qu'on avancera. Parce que certaines idées mourront et d'autres muteront et on trouvera finalement la réponse. Je pense que c'est une belle conclusion à cette discussion. Merci beaucoup Nick Lane, merci aux 3 autres invités. C'est aussi le moment pour moi de prendre congé de vous, mais avant de clore ce sommet, ce colloque, j'aimerais passer la parole rapidement à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright, pour clore toute cette semaine de conférence. Moi, j'ai appris cette semaine que pendant les dernières décennies, on a ouvert nombre de portes qu'on croyait fermées avant. On l'a fait avec la turbulence dans les océans, on l'a fait avec la présence de virus dans des aérosols tout autour de la Terre. On le fait en regardant la distance qu'il y a entre la chimie prébiotique et le discours de Nick Lane. Et au fond, on réalise que derrière chacune de ces portes qui s'est ouverte, il y a un monde qui s'ouvre. Et on a devant nous un champ d'investigation qui est, je crois, beaucoup plus grand que ce que nous aurions pu penser il y a quelques années qu'il est ou qu'il était. Et au fond, j'aimerais beaucoup remercier nos orateurs de nous avoir montré ces portes, de les avoir entr'ouvertes pour nous, et probablement pour nombre de jeunes parmi nous, d'avoir montré un nombre de questions, de cheminements, d'efforts à faire devant nous, qui est absolument formidable. Et au fond, on regrette presque d'être vieux et de se dire qu'on ne va pas pouvoir partir dans les domaines que vous avez ouverts pour nous. Alors j'aimerais beaucoup remercier maintenant, en particulier les 5 orateurs qu'on a entendus cette semaine. Moi, j'ai trouvé ça magnifique chaque fois, j'ai beaucoup appris. Et plus que les financiers, j'aimerais remercier les femmes et les hommes qui ont rendu cette semaine possible. Les gens de Sciencescope, dehors, qui au fond vous ont montré un certain nombre d'expériences dans nombre de domaines, qui montrent la richesse de leur domaine et de sa communication. J'aimerais beaucoup remercier mes collègues de l'université, ceux qui nous ont permis de trouver les orateurs, ceux qui nous ont permis de construire le programme que vous avez eu. C'est un rôle qui n'est pas très facile, qui est un peu dans l'ombre, qui est un peu un rôle de faire valoir, mais c'est parce que notre université est une université de très grande qualité qu'on a ces gens ici qui sont au cœur de leur domaine. Et au fond, Yvan, c'est toi ce soir, c'en était d'autres soirs. Un immense merci à vous tous. Merci Olivier d'avoir animé ces soirées avec compétence et vie, même si on ne sait pas très bien ce que c'est. Merci aux services de sécurité, à la présence qu'on a vue autour de cette salle, mesdames, messieurs. Merci à tous ceux qui ont rendu possible le fait qu'on enregistre ces conférences, qu'on les entende ici et que ceux qui nous suivent à distance puissent les suivre aussi. Merci aux interprètes qui ont permis à ceux d'entre nous qui sont sourds dans l'une des 2 langues de comprendre quand même la conférence. Et puis, merci à Fanon et Ascension. Il y a un immense boulot d'administration derrière, de mettre les choses en place. Et Fanon et Ascension sont au cœur de ce boulot. Moi, je leur suis infiniment reconnaissant. Sans elles, j'y arriverais pas. Et puis, merci à tous les acteurs et aux auteurs du spectacle que vous pouvez voir sur la façade du Musée d'Art et d'Histoire. Ils rendent cette science belle, poétique, accessible même à ceux pour lesquels quelques équations ou quelques diagrammes sont un peu indigestes. Ils rendent la science accessible à ceux qui, contrairement à vous, ne sont pas prêts à venir user leur fond de culotte dans un auditoire. Et puis merci à vous tous
d'être là parce qu'au fond, notre boulot n'aurait aucun sens si vous n'étiez pas ici. J'ai dit. Bon appétit.